Donc, et pour parler davantage de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Ghafar, expert en économie et analyste politique aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. On parle aujourd'hui des répercussions des instabilités géopolitiques et des guerres, des conflits, surtout la guerre au Moyen-Orient, sur l'économie mondiale. Et donc, ma première question, Dr Raouf Ghafar, quels sont les secteurs économiques les plus vulnérables qui ont été donc impactés par les conflits, surtout le dernier conflit au Moyen-Orient? Malheureusement, il n'y a pas de secteur vulnérable. Tous les secteurs ont été affectés. Simplement, le prix du gaz et du pétrole ont haussé. Ça veut dire transport. Les prix ont augmenté, l'assurance a augmenté, ça veut dire les prix de l'énergie a augmenté, par conséquent, le prix de tous les produits aussi. C'est malheureux, mais peut-être les secteurs qui utilisent un peu plus d'énergie, comme certaines industries, etc., vont être affectés un peu plus, mais en général, sans exception, tout le monde va souffrir, et commençant par l'individu normal qui va faire le plein de sa voiture avec beaucoup plus d'argent, jusqu'aux importateurs qui vont avoir des problèmes avec la hausse des prix. C'est-à-dire, en réponse à votre question, il n'y a pas un secteur qui est plus vulnérable que l'autre, mais tout le monde, malheureusement, va avoir des problèmes avec ces prix. Et si on parle donc de la croissance économique, quel était donc l'impact sur la croissance économique des pays concernés directement par la guerre et aussi des pays voisins, des pays donc des belligérants? Bon, concernant les pays concernant directement à la guerre, il n'y aura pas de développement, disons, pour le moment, au moins. Tout va être complètement arrêté jusqu'à ce que les combats prennent fin, jusqu'à les guerres se terminent, et puis on recommence reconstruction, rétablissement, etc., développement après ça. Mais quand on parle des pays de voisinage, ou même les autres pays du monde, une fois que ces confrontations s'arrêtent et la stabilité règne, Inch'Allah, on peut augmenter le taux de croissance, le taux de développement, et retourner peut-être au pourcentage qui était plus. Avant ça, il y aura sûrement une petite baisse dans le taux de développement jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Docteur Raouf Ghafar, si on parle donc des pays qui ont été donc affectés par le conflit au Moyen-Orient, la guerre dans la bande de Gaza, la guerre au Liban aussi, si on parle des pays africains, surtout le dossier de la sécurité alimentaire qui était déjà donc affecté par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, comme vous le savez. Alors, ce dossier de la sécurité alimentaire est très important pour le continent africain. Comment donc la sécurité alimentaire a été affectée par la dernière guerre au Moyen-Orient qui a opposé bien sûr les États-Unis et l'Iran? Bon, je veux dire que les pays du Golfe ont souffert à cause de cette guerre. Simplement à cause des bases américaines qui existent sur leur territoire. Mais en principe, ces pays étaient des pays qui investissaient
la sécurité alimentaire africaine, il produisait des aliments et des produits alimentaires sur des territoires africains et il finançait pas mal de projets dans ce domaine. Certainement, il y aura une petite, disons, ils seront affectés. Ils vont peut-être diminuer leur participation et leur investissement pour le futur proche. Et certainement, ça va affecter les pays africains, et surtout sur le plan alimentaire. Et c'est une leçon à apprendre, c'est qu'on doit répondre sur soi-même, surtout pour notre aliment. Donc, l'Égypte est dans cette voie, et on a fait pas mal de papiers, disons, actifs. Les pays africains doivent faire des choses. Mais en principe, pour le moment, ils vont être là. À côté. Et si donc les pays africains donc vont faire face donc à cette crise de sécurité alimentaire, qu'est-ce qu'ils peuvent donc adopter comme stratégie à court terme, puisque l'agriculture, l'industrie agricole peut prendre des projets ou des plans à long terme. Quels sont donc les projets à court terme à entreprendre pour arriver à une autosuffisance en matière d'alimentation? C'est-à-dire, ça c'est mon propre opinion, c'est qu'il faut augmenter les relations bilatérales entre les pays africains les uns et les autres et penser à coopérer les uns et les autres. Échange commercial. Exactement. Il faut augmenter les échanges bilatéraux commerciaux pour justement ouvrir ce point. Ça, c'est la seule situation ou la seule solution à court terme que tu peux y prendre. Dans un autre lieu, il faut donner une importance à des projets d'agriculture, etc. pour que ça va prendre du temps, comme vous l'avez dit. Mais en principe, je pense que la coopération africaine peut être très bonne. Comme vous le savez, donc, le conflit au Moyen-Orient, la guerre en Iran a mené donc à la quasi-fermeture pendant un certain temps du détroit d'Ormuz, ce qui a donc posé plusieurs problèmes sur la croissance, sur les prix du carburant, le prix du pétrole, le prix de l'énergie en général. Donc. Mais avec la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran, il y a des négociations concernant donc le contrôle du détroit d'Ormuz. Est-ce que vous pensez que les prix de l'énergie vont baisser, le prix des barils du pétrole vont baisser après donc l'arrivée à une résolution finale entre les États-Unis et l'Iran? Prix carburant, c'est comme je venais de dire au commencement, ça se reflète surtout les prix. Donc, ça a des répercussions négatives, certainement. Maintenant, il y a des négociations. J'espère que ça n'a rien à faire avec Hormuz, parce que nous voyons qu'un jour, l'Iran ferme, l'autre jour, ce sont les États-Unis qui font des petits boycotts, etc. Mais c'est-à-dire qu'on résume nos négociations, qu'on résume nos pourparlers, mais tout en gardant le détroit d'Ormuz ouvert pour essayer de continuer le passage de 20% de l'énergie mondiale par si jamais la situation va se stabiliser et la quantité de pétrole et de gaz va rester la même,
je pense que le prix du carburant globalement va diminuer. Par conséquent, ça va avoir un impact direct sur les prix et nous allons faire une petite baisse dans les prix mondiaux et dans les produits mondiaux. Et en plus, j'espère que les thèmes d'approvisionnement, sur le plan de nourriture, etc., vont continuer avec des prix raisonnables. Mhm. Concernant toujours le détroit d'Ormuz et les négociations, donc surtout pour le contrôle de cette voie très importante pour surtout le transfert des hydrocarbures et du pétrole. Est-ce que vous voyez que les États-Unis cherchent à travers les négociations à trouver un certain contrôle, à arriver à un certain contrôle d'une manière ou d'une autre de ce détroit? Je pense qu'ils ont des arrière-pensées à propos de ceci. Mais je pense qu'ils ne l'auront pas. Ils n'ont jamais eu un contrôle. Le détroit était toujours ouvert. Il n'y avait aucun problème ici. Donc, pourquoi créer un problème et puis essayer de trouver une solution? Il n'y a pas de temps. Toutes les choses étaient stables. Les produits carburants, etc., passés sans aucun problème. Alors, il n'y a pas besoin de créer un problème pour essayer de le résoudre. Je pense que l'Amérique elle-même a fait. Elle avait promis d'ailleurs l'Europe occidentale de leur fournir une partie de carburant. Elle n'a pas pu faire ça. Elle a commencé à utiliser ses réserves de pétrole. Donc, il faut reconsidérer les choses et revenir à la situation précédente où les droits étaient ouverts à tout le monde et comme ça, les prix vont se stabiliser tranquillement. Je pense que ça, c'est la chose à faire. Oui. Concernant donc, si on revient aux répercussions sur l'économie mondiale, concernant le secteur du tourisme qui est un secteur donc très important pour la plupart des pays, surtout l'Égypte bien sûr, comment ce secteur du tourisme a réagi donc aux tensions géopolitiques, surtout donc au Liban, qui est un pays donc connu par un taux de tourisme élevé. Alors comment le tourisme a réagi face à ce conflit? Le tourisme, c'est une industrie très fragile. Avec n'importe quel événement, ça diminue. Ça reflète sur le tourisme et négativement. Heureusement, grâce à Dieu, nous avons une sécurité et une stabilité en Égypte. Le tourisme n'a pas été tellement affecté. Mais il y a du monde qui ne comprennent pas. Quand on parle du Moyen-Orient, ils pensent que tout le Moyen-Orient, c'est un pays. Ils commencent maintenant à comprendre que non, il y a des pays dans le Moyen-Orient qui sont stables et qui ne sont pas affectés par les événements qui arrivent. Oui. Je répète, un pays, malheureusement, comme le Liban, certainement, le tourisme va diminuer terriblement et ne va pas reprendre selon que la situation refait. Mais je parle, ça va peut-être être affecté, mais très, disons, très peu.
Oui, mais est-ce qu'on peut dire que l'Égypte est gagnante donc, dans ce dossier on peut dire que l'Égypte, au contraire, le tourisme en Égypte s'est épanoui durant cette période puisqu'il y a donc les touristes qui cherchent la sécurité, surtout au premier plan. Alors on peut dire que l'Égypte a profité, elle est sortie gagnante de ce conflit concernant le dossier du tourisme. Bon, on ne peut pas dire malheureusement, mais on dit que les choses sont les mêmes. Déjà bien. Mais à comparer aux autres pays, certainement nous sommes beaucoup meilleure situation. J'espère que ça reprenne. En plus, mais voilà, ça c'est une réalité qu'on doit connaître et qu'on doit réaliser. C'est que c'est une industrie, comme je viens de le dire, très fragile et que nous espérons que les conserve au moins le taux de tourisme qui existe. Et puis, d'ici peut-être la fin de l'hiver, ça va un petit peu reprendre. Et voilà, on prie que la situation s'améliore. Bon, alors, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, analyste politique aussi, merci beaucoup pour votre